Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux héros méconnus de l'aviation militaire. Aujourd'hui, nous vous racontons l'incroyable épopée du lieutenant-colonel Jean-Baptiste Rousseau, pilote français surnommé le Fou de Châteauroux par ses supérieurs, dont l'initiative audacieuse et non autorisée révolutionna littéralement la guerre aérienne pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette histoire vraie d'un homme qui osa défier les conventions militaires pour transformer un bombardier lourd en chasseur-intercepteur redoutable révèle comment l'innovation naît souvent de l'insubordination créative et de la nécessité absolue de survivre. En 1943, face à l'inefficacité tragique des bombardiers français contre les chasseurs allemands, Rousseau prit l'initiative révolutionnaire d'équiper son Léo 451 de canons offensifs orientés vers l'avant, créant ainsi le premier bombardier chasseur de l'histoire moderne. Cette modification sauvage, d'abord condamnée par l'état-major puis adoptée massivement par toutes les forces aériennes alliées, sauva des milliers de vies de pilotes et changea définitivement les règles de la guerre aérienne. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits fascinants de génies militaires incompris. Mettez un pouce bleu si cette introduction vous captive et laissez-nous un commentaire en nous indiquant de quel pays et de quelle ville vous regardez cette vidéo. Votre soutien nous encourage à continuer de révéler ces héros oubliés de l'aviation française. Préparez-vous à découvrir comment un acte de folie militaire devint l'une des innovations tactiques les plus importantes de la guerre aérienne moderne. Au printemps 1943, sur la base aérienne de Châteauroux dans l'Indre, le lieutenant-colonel Jean-Baptiste Rousseau contemplait avec amertume les épaves fumantes de 3 bombardiers, Léo 451, qui venaient de rentrer d'une mission catastrophique au-dessus de l'Allemagne occupée. De son escadrille de 12 appareils partis à l'aube pour bombarder les installations portuaires de Saint-Nazaire, seuls 4 avaient regagné la base française, et encore dans quel état. Cette hécatombe, qui se répétait mission après mission depuis des mois, révélait l'inadéquation tragique des bombardiers français face aux chasseurs allemands qui les harcelaient impunément. Rousseau, 42 ans, ancien pilote de chasse reconverti dans le bombardement par nécessité stratégique, avait grandi dans cette aviation française héroïque mais techniquement dépassée. Fils d'un mécanicien d'aviation de la Grande Guerre, il avait passé son enfance dans les hangars de Villacoublay, où son père entretenait les Nieuport et les Spad des As français. Cette immersion précoce dans l'univers aéronautique lui avait donné une connaissance intuitive des machines volantes et surtout une compréhension instinctive des faiblesses conceptuelles qui handicapaient l'aviation française face à l'efficacité germanique. Le Léo 451, fleuron de l'industrie aéronautique française d'avant-guerre, incarnait parfaitement ces contradictions. Magnifique réalisation technique avec ses lignes élégantes et ses performances correctes, il souffrait d'un défaut rédhibitoire. Ses armements défensifs, constitués de mitrailleuses de petit calibre orientées vers l'arrière et les côtés, ne pouvaient rien contre les chasseurs allemands qui l'attaquaient de front avec leurs canons de 20 mm. Cette configuration, standard dans l'aviation de bombardement mondiale, condamnait les équipages français à subir passivement les attaques ennemies sans pouvoir riposter efficacement. « C'est de la folie !» s'exclamait régulièrement Rousseau devant ses mécaniciens médusés. Nous envoyons nos hommes au massacre avec des avions qui ne peuvent pas se défendre. Un bombardier qui ne peut pas tirer vers l'avant, c'est comme un soldat qui aurait les bras liés dans le dos. Cette comparaison, qui fit le tour de la base, révélait sa frustration croissante face à l'absurdité tactique d'une aviation française qui sacrifiait ses équipages sur l'autel de doctrines militaires obsolètes. L'idée révolutionnaire qui allait changer sa vie et l'histoire de l'aviation germa lors d'une conversation nocturne avec son mécanicien-chef, le sergent-chef Marcel Dumont, vétéran de l'aéronautique qui avait commencé sa carrière sur les biplans de 1918. « Mon colonel, » lui dit Dumont en désignant le Léo 451 stationné devant eux, « si on montait un canon vers l'avant sur cet oiseau, on pourrait faire fuir ces Messerschmitt avant qu'ils ne nous trouvent. » Cette suggestion, apparemment anodine, allait déclencher une révolution dans la conception de la guerre aérienne. Rousseau passa plusieurs nuits blanches à étudier la faisabilité technique de cette modification. Les plans du Léo 451, qu'il connaissait par cœur, révélaient des possibilités structurelles intéressantes. Le nez vitré du bombardier navigateur pourrait accueillir une installation de tir fixe. La structure de l'appareil était suffisamment robuste pour encaisser le recul d'un canon de gros calibre. Et surtout,
La position surélevée du pilote offrait un excellent champ de vision pour le tir RR. Cette convergence de facteurs techniques favorables renforçait sa conviction qu'une telle modification était non seulement possible, mais nécessaire. Cependant, l'état-major français accueillit ces propositions avec un scepticisme teinté d'hostilité. Le général Pernaut, commandant de l'aviation de bombardement, lui répondit sèchement « Mon cher Rousseau, un bombardier bombarde, un chasseur chasse. Cette distinction fondamentale existe depuis l'origine de l'aviation militaire. Vos fantaisies ne changeront rien aux lois de l'aéronautique. » Cette fin de non-recevoir révélait l'attachement de l'élite militaire française aux catégories traditionnelles qui cloisonnaient rigidement les rôles aériens. L'argument économique vint renforcer cette opposition institutionnelle. Modifier nos bombardiers coûterait une fortune, objectait le colonel Martineau, responsable de la logistique aérienne, et nous priverait d'appareils opérationnels pendant des semaines. De plus, qui nous dit que cette modification ne nuira pas aux performances de bombardement qui restent la mission principale de ces avions. Ces objections pragmatiques masquaient en réalité une résistance psychologique profonde au changement et à l'innovation tactique. Face à cette obstruction bureaucratique, Rousseau prit une décision qui allait marquer l'histoire de l'aviation française. Il décida de modifier clandestinement son propre appareil avec l'aide de ses mécaniciens les plus dévoués. Puisque l'état-major refuse d'écouter la raison, déclara-t-il à Dumont, nous allons leur prouver par les faits que cette modification peut sauver des vies françaises. Cette désobéissance assumée aux ordres supérieurs révélait la détermination d'un homme prêt à sacrifier sa carrière pour ses convictions. L'opération clandestine commença dans la nuit du 15 avril 1943, dans un hangar isolé de la base de Châteauroux. Rousseau et ses complices démontèrent le nez vitré de son Léo 451 personnel, baptisé Jeanne d'Arc en hommage à la libératrice d'Orléans, pour y installer un canon Hispano-Suiza de 20 mm récupéré sur l'épave d'un chasseur français. Cette opération délicate, réalisée sans plans officiels ni autorisation technique, nécessitait une improvisation constante et un bricolage génial qui témoignait de l'expertise exceptionnelle de l'équipe de Rousseau. La transformation clandestine du Jeanne d'Arc s'avéra plus complexe que prévu, révélant des défis techniques que Rousseau et ses mécaniciens durent résoudre par la seule force de leur ingéniosité et de leur détermination. L'installation du canon Hispano-Suiza de 20 mm dans le nez du bombardier nécessitait non seulement de modifier la structure avant de l'appareil, mais aussi de créer un système de visée efficace, de prévoir l'alimentation en munitions, et surtout de calculer l'impact du recul sur l'équilibre général de l'avion. Ces problèmes, qui auraient normalement requis des mois d'études en bureau d'études, devaient être résolus en quelques nuits par une équipe de bricoleurs géniaux, travaillant dans la clandestinité la plus totale. Le sergent-chef Dumont se révéla un collaborateur exceptionnel, apportant à ce projet fou toute l'expérience acquise en 25 ans de mécanique aéronautique. « Mon colonel », expliquait-il en désignant les plans improvisés qu'il griffonnait sur des bouts de papier, « il faut déplacer le centre de gravité vers l'arrière pour compenser le poids du canon. Je propose qu'on installe des réservoirs de carburant supplémentaires dans la queue. Ça équilibrera l'avion et augmentera son autonomie. » Cette solution élégante révélait comment l'expérience pratique peut suppléer au calcul théorique dans les situations d'urgence. Le système de visée posa des problèmes particulièrement ardus. Les viseurs standards de chasse ne convenaient pas à la configuration spécifique d'un bombardier transformé, et l'équipe dut improviser un dispositif original inspiré des systèmes d'artillerie navale. Le caporal Leblanc, ancien artilleur de marine reconverti dans l'aviation, conçut un viseur télescopique artisanal qui permettait au pilote de viser efficacement tout en maintenant le contrôle de son appareil. C'est rudimentaire, admettait-il, mais ça devrait marcher pour des engagements à courte distance. L'alimentation en munitions représentait un autre défi technique majeur. Le canon de 20 mm nécessitait un système d'approvisionnement fiable qui ne compromette pas l'équilibre de l'avion ni l'accessibilité des autres équipements. L'équipe développa un chargeur circulaire de 60 coups installé derrière le poste de pilotage, système qui nécessitait de percer la cloison étanche et de créer un mécanisme d'alimentation automatique entièrement original. Cette innovation, purement artisanale, préfigurait les systèmes sophistiqués qui équiperont plus tard les avions de combat modernes. Les essais au sol révélèrent rapidement les limites de ces modifications improvisées. Le premier tir d'essai, effectué sur un canon de DCA désaffecté utilisé comme cible, provoqua des vibrations si violentes que plusieurs instruments de bord se disloquèrent et que la verrière du poste de pilotage se fissura.
Nous avons sous-estimé la puissance de ce canon, reconnut Rousseau en contemplant les dégâts. Il faut renforcer toute la structure avant et améliorer l'amortissement du recul. Cette première série de modifications nécessita 3 semaines supplémentaires de travail nocturne intensif. L'équipe renforça la charpente métallique du nez avec des tubes d'acier récupérés sur des épaves d'avion, installa des amortisseurs hydrauliques improvisés pour absorber le recul du canon, et surtout modifia la disposition du poste de pilotage pour que Rousseau puisse actionner la détente tout en maintenant les commandes de vol. Ces améliorations successives transformaient progressivement le Jeanne d'Arc en un prototype unique dont les performances restaient totalement inconnues. Parallèlement à ces modifications techniques, Rousseau développait la tactique révolutionnaire qui accompagnerait son innovation. Contrairement aux bombardiers traditionnels qui volaient en formation pour se protéger mutuellement, son appareil modifié pourrait attaquer les chasseurs ennemis de front, les contraignant à interrompre leur attaque ou à risquer la collision. L'avantage psychologique sera énorme, expliquait-il à ses mécaniciens. Les pilotes allemands ne s'attendent pas à être pris pour cible par un bombardier. Cette surprise nous donnera l'initiative du combat. Le secret de l'opération devenait de plus en plus difficile à maintenir malgré les précautions prises. Les autres équipages de la base remarquaient les modifications visibles du Jeanne d'Arc, les allées et venues nocturnes dans le hangar numéro 7, et surtout l'attitude mystérieuse de Rousseau, qui refusait de participer aux missions collectives sous prétexte de révision technique prolongée. Ces indices éveillaient la curiosité et les soupçons, menaçant de compromettre le projet avant qu'il n'ait pu faire ses preuves. Le commandant Mercier, adjoint de Rousseau et pilote expérimenté, finit par découvrir le pot aux roses lors d'une visite inopinée au hangar. Sa réaction révéla la division profonde qui traversait l'aviation française entre partisans de l'innovation et défenseurs de la tradition. « Jean-Baptiste, vous êtes en train de commettre un acte de sabotage », s'exclama-t-il en découvrant l'ampleur des modifications. « Transformer un bombardier en chasseur, c'est de la folie pure. Vous allez compromettre notre mission de bombardement pour satisfaire vos fantaisies tactiques. » Rousseau tenta de convaincre son adjoint en lui expliquant sa philosophie militaire. « Marcel, regardez nos statistiques de perte depuis 6 mois. Nous perdons un avion sur 3 à chaque mission. À ce rythme, notre escadrille n'existera plus dans 2 mois. Il faut absolument changer notre approche tactique si nous voulons survivre à cette guerre. » Cette argumentation pragmatique, fondée sur des faits indiscutables, ébranla les certitudes de Mercier sans toutefois le convaincre complètement. La tension montait sur la base entre les partisans et les opposants du projet de Rousseau. Les mécaniciens, enthousiasmés par cette innovation technique, soutenaient massivement leur colonel et contribuaient bénévolement au projet pendant leurs heures de repos. Les pilotes se divisaient entre ceux qui y voyaient une chance de survie supplémentaire et ceux qui craignaient les sanctions disciplinaires que ne manquerait pas d'infliger l'état-major en découvrant cette initiative non autorisée. C'est dans cette atmosphère de tension croissante que Rousseau prit la décision de procéder aux essais en vol de son prototype, malgré les risques techniques évidents et les menaces disciplinaires qui pesaient sur lui. « Nous ne pouvons plus reculer », déclara-t-il solennellement à son équipe de mécaniciens réunis dans le hangar clandestin. « Demain matin, je teste le Jeanne d'Arc en conditions réelles. Si cette modification marche, elle sauvera des centaines de vies françaises. Si elle échoue, j'en assumerai seul la responsabilité. » Cette détermination révélait un homme prêt à tout sacrifier pour ses convictions. L'aube du 8 mai 1943 se leva grise et brumeuse sur la base de Châteauroux, condition météorologique idéale pour un vol d'essai discret qui échapperait à l'attention des autorités supérieures. Rousseau effectua personnellement la visite pré-vol de son Jeanne d'Arc transformée, vérifiant minutieusement chaque modification apportée par son équipe de mécaniciens clandestins. L'appareil, extérieurement identique aux autres Léo 451 de l'escadrille, cachait dans son nez vitré le canon Hispano-Suiza qui pourrait révolutionner la guerre aérienne ou causer la perte de son inventeur. Cette dualité entre apparence normale et innovation radicale symbolisait parfaitement l'esprit de rébellion créative qui animait Rousseau. Le décollage s'effectua sans incident particulier, malgré l'appréhension du pilote qui redoutait que les modifications de centrage n'affectent la maniabilité de son appareil. À sa grande satisfaction, le Jeanne d'Arc répondait normalement aux commandes, les réservoirs supplémentaires compensant effectivement le poids du canon avant. « Dumont avait raison », murmura-t-il dans son casque radio. « L'équilibrage fonctionne parfaitement. » Cette première validation technique encourageait Rousseau à poursuivre ses tests vers la phase la plus délicate,
l'essai du système d'armes en conditions réelles. Volant en solitaire à 3000 mètres d'altitude au-dessus de la campagne berrichonne, Rousseau repéra une cible idéale pour ses premiers essais de tir. Un vieux château en ruine, que l'armée française utilisait comme cible d'entraînement pour l'artillerie. Cette structure massive offrait une cible visible et sans risque pour tester la précision de son système de visée improvisé et l'efficacité de son canon. L'approche en piqué, inspirée des techniques de chasse qu'il avait pratiquées avant-guerre, révéla immédiatement les qualités offensives insoupçonnées de son bombardier transformé. Le premier tir, déclenché à 800 mètres de la cible, provoqua dans le cockpit un fracas assourdissant et des vibrations si violentes que Rousseau crut un instant que son avion se disloquait. Les flammes du canon, visibles malgré le plein jour, créaient un spectacle impressionnant qui masquait momentanément la vue du pilote. Cependant, l'appareil tint bon, les modifications structurelles absorbant correctement les contraintes du tir, et surtout, l'impact au sol révéla une précision remarquable. L'obus de 20 mm avait touché le mur du château à moins de 10 mètres du point visé. Encouragé par ce succès initial, Rousseau effectua plusieurs passes d'attaque, affinant sa technique de tir et testant les limites de son système d'armes. Il découvrit rapidement que la position surélevée du pilote dans un bombardier offrait en réalité de meilleures conditions de visée qu'un chasseur traditionnel, où le pilote était plus bas par rapport à l'axe de tir. Cette position privilégiée, combinée à la stabilité supérieure d'un bombardier en vol rectiligne, créait une plateforme de tir particulièrement efficace pour l'engagement de cibles aériennes. Les essais de tir en vol révélèrent cependant certaines limitations du système improvisé. Le rechargement manuel du canon, nécessaire après chaque rafale de 60 coups, imposait des pauses tactiques qui pourraient être problématiques en combat réel. De plus, l'évacuation des douilles et des gaz de combustion dans le cockpit créait une atmosphère irrespirable qui limitait la durée des engagements. Ces défauts, inhérents à un prototype artisanal, nécessiteraient des améliorations techniques que Rousseau notait méthodiquement pour les modifications futures. Le vol d'essai prit une dimension dramatique inattendue quand apparurent à l'horizon 3 points noirs qui se révélèrent être des Messerschmitt 109 allemands en patrouille de reconnaissance au-dessus de la Loire. Cette rencontre fortuite offrait à Rousseau l'opportunité rêvée de tester son innovation en conditions de combat réel, mais aussi le risque de perdre la vie si son système d'armes se révélait inefficace face à de véritables chasseurs ennemis. L'adrénaline du combat remplaça instantanément l'excitation de l'expérimentateur. Contrairement à la doctrine traditionnelle qui imposait aux bombardiers de fuir face aux chasseurs ennemis, Rousseau prit la décision audacieuse de foncer directement vers les Messerschmitt pour tester sa théorie tactique révolutionnaire. Cette manœuvre, totalement inattendue pour les pilotes allemands habitués à voir les bombardiers français chercher à s'échapper, créa immédiatement la confusion dans la formation ennemie. Le leader allemand, surpris par cette attaque frontale d'un bombardier, hésita fatalement sur sa manœuvre d'interception. Le premier engagement aérien entre un bombardier chasseur et des intercepteurs traditionnels eut lieu à 2800 mètres d'altitude au-dessus de Sancerre, marquant un tournant historique dans la guerre aérienne. Rousseau ouvrit le feu à 600 mètres, distance optimale selon ses calculs théoriques, et eut la satisfaction de voir ses obus traçants converger vers le Messerschmitt de tête. L'impact, bien que non mortel, contraignit le chasseur allemand à une manœuvre d'évitement brutale qui désorganisa complètement l'attaque coordonnée de la formation ennemie. Cette première victoire tactique, même incomplète, validait spectaculairement la théorie de Rousseau. Un seul bombardier armé offensivement venait de mettre en déroute 3 chasseurs ennemis en prenant l'initiative du combat au lieu de la subir. Cette inversion du rapport de force traditionnel révolutionnait potentiellement tous les équilibres de la guerre aérienne et prouvait que l'innovation tactique pouvait compenser l'infériorité technique des avions français. Les pilotes allemands, déconcertés par cette situation inédite, tentèrent une seconde approche plus prudente, mais Rousseau avait pris l'avantage psychologique et tactique. Manœuvrant son bombardier avec une agressivité de chasseur, il contraignait les Messerschmitt à des évitements constants qui les empêchaient de stabiliser leur propre système de visée. Cette nouvelle donne tactique transformait le chasseur chassé en chasseur-chasseur dans un retournement conceptuel qui bouleversait les certitudes de l'aviation de combat. L'engagement se termina par la fuite des chasseurs allemands, non par supériorité technique du bombardier français, mais par l'impossibilité pour les pilotes ennemis de s'adapter rapidement à cette nouvelle forme de combat aérien. Rousseau regagna Châteauroux avec la conviction d'avoir découvert une révolution tactique majeure,
mais aussi avec la certitude que cette découverte allait bouleverser sa carrière militaire et transformer l'aviation française. Son acte de folie venait de prouver sa valeur au combat, ouvrant la voie à une nouvelle ère de la guerre aérienne. Le retour triomphal de Rousseau à la base de Châteauroux provoqua un émoi considérable quand il rapporta par radio sa rencontre avec les chasseurs allemands et surtout sa victoire tactique contre une formation ennemie supérieure en nombre. Cette nouvelle, diffusée immédiatement dans tous les postes de l'escadrille, créa une effervescence extraordinaire parmi les équipages français qui découvraient qu'un bombardier pouvait non seulement se défendre efficacement contre des chasseurs, mais même prendre l'offensive contre eux. Cette révélation bouleversait toutes les doctrines établies et ouvrait des perspectives révolutionnaires pour l'aviation française. L'atterrissage du Jeanne d'Arc attira sur le terrain tous les pilotes et mécaniciens de la base, impatients de constater par eux-mêmes les preuves de ce combat aérien inédit. L'appareil portait les traces évidentes de l'engagement, résidus de poudre autour du canon, douilles d'obus dispersées dans le cockpit, et surtout l'expression radieuse de Rousseau qui descendit de son appareil avec la satisfaction du devoir accompli. « Messieurs, déclara-t-il solennellement à l'assemblée de ses camarades, je viens de prouver qu'un bombardier peut battre des chasseurs à leur propre jeu. L'aviation française dispose enfin d'une arme efficace contre la supériorité aérienne allemande. » Cependant, cette euphorie fut de courte durée car l'exploit de Rousseau ne tarda pas à parvenir aux oreilles de l'état-major, créant une situation disciplinaire explosive qui menaçait de détruire la carrière du pilote innovateur. Le général Pernaut, commandant de l'aviation de bombardement, convoqua immédiatement Rousseau pour s'expliquer sur ses modifications non autorisées et sur son engagement avec l'ennemi en violation des ordres de mission. Cette convocation officielle transformait l'innovation technique en problème disciplinaire majeur qui pouvait se solder par une dégradation et une radiation de l'armée. « Lieutenant-colonel Rousseau », tonna le général Pernaut lors de l'entretien disciplinaire, « vous avez modifié un appareil militaire sans autorisation, vous avez engagé l'ennemi hors de votre zone de mission, et vous avez mis en danger un équipement coûteux pour satisfaire vos fantaisies personnelles. Votre comportement constitue une faute grave qui mérite les sanctions les plus sévères. » Cette réprimande officielle révélait l'abîme qui séparait la hiérarchie militaire conservatrice des innovateurs de terrain qui cherchaient des solutions pratiques aux défis tactiques. Rousseau défendit ses actes avec la passion d'un inventeur incompris. « Mon général, cette modification a permis de mettre en fuite 3 chasseurs allemands avec un seul bombardier. Si nous appliquons cette innovation à tous nos appareils, nous pouvons transformer radicalement l'équilibre de la guerre aérienne. Nos équipages ne seront plus des victimes passives mais des combattants offensifs. » Cette argumentation, fondée sur des résultats concrets, commençait à ébranler les certitudes de certains officiers d'état-major présents à l'entretien. Le colonel Martineau, responsable technique, souleva les objections pratiques habituelles. « Même si votre système fonctionne, Rousseau, nous ne pouvons pas modifier nos 200 bombardiers en quelques semaines. De plus, cette transformation coûterait une fortune et immobiliserait nos appareils pendant des mois. Nous n'avons ni le temps ni les moyens de mettre en œuvre votre innovation à grande échelle. » Ces arguments logistiques masquaient en réalité la résistance psychologique de l'institution militaire face à un changement radical de doctrine. Heureusement pour Rousseau, son exploit était survenu à un moment où l'aviation française traversait une crise de confiance majeure due à l'accumulation des échecs face à la Luftwaffe. Les pertes catastrophiques des derniers mois avaient ébranlé les certitudes doctrinales et créé une ouverture pour les innovations audacieuses. Plusieurs officiers supérieurs commençaient à comprendre que les méthodes traditionnelles ne suffiraient pas à rattraper le retard technique français face à l'efficacité allemande. Le commandant Dubois, à de l'aviation française, avec 15 victoires aériennes à son actif, prit la défense de Rousseau de manière inattendue. « Mon général, cet homme vient de réaliser ce que nos chasseurs n'arrivent plus à faire, mettre en fuite des Messerschmitt. Si sa méthode permet de réduire nos pertes tout en augmentant notre efficacité offensive, nous devons l'étudier sérieusement au lieu de la condamner par principe. » Cette caution d'un pilote respecté donnait une crédibilité nouvelle aux arguments de Rousseau. L'intervention décisive vint du général de l'Air Leclerc, qui avait suivi attentivement les développements de cette affaire depuis son bureau parisien. Reconnu pour son pragmatisme et son ouverture aux innovations techniques, il trancha le débat par une décision qui allait marquer l'histoire de l'aviation française. « Messieurs, nous allons donner une chance à cette innovation.
Le lieutenant-colonel Rousseau disposera de 2 semaines pour équiper 5 bombardiers selon sa méthode et prouver l'efficacité de son concept en conditions opérationnelles. Si les résultats sont concluants, nous étudierons la généralisation de cette modification. Cette décision révolutionnaire transformait l'acte d'insubordination de Rousseau en expérimentation officielle, lui donnant les moyens et l'autorisation de développer son innovation à plus grande échelle. L'ironie de cette situation n'échappait à personne. L'armée française allait officiellement tester une innovation qu'elle avait d'abord condamnée, illustration parfaite de la lenteur institutionnelle face à la créativité individuelle en temps de guerre. L'annonce de cette expérimentation officielle déclencha un enthousiasme extraordinaire sur la base de Châteauroux, où tous les équipages se portaient volontaires pour tester les bombardiers transformés. Cette adhésion massive révélait la soif d'innovation des pilotes français qui cherchaient désespérément des moyens d'améliorer leurs chances de survie face à la supériorité technique allemande. Rousseau, du statut de rebelle indiscipliné, passait soudain à celui de sauveur potentiel de l'aviation française. Le sergent-chef Dumont et son équipe de mécaniciens, officiellement reconnus comme équipe de développement expérimental, se mirent immédiatement au travail pour transformer 4 autres Léo 451 selon les plans améliorés que Rousseau avait développés suite à son premier essai. Ces nouvelles versions, bénéficiant des leçons apprises sur le prototype, intégraient des améliorations techniques qui corrigeaient les défauts identifiés lors des premiers tests. L'innovation artisanale devenait progressivement développement industriel organisé. L'expérimentation officielle des bombardiers transformés commença le 20 mai 1943 avec la formation d'une escadrille spéciale de 5 appareils baptisés Groupe d'expérimentation tactique Rousseau, GETR, directement rattachés à l'état-major pour éviter les interférences hiérarchiques locales. Cette unité d'élite, composée des pilotes les plus expérimentés de la base volontaire pour tester cette innovation révolutionnaire, allait servir de laboratoire pour développer les nouvelles tactiques de combat adaptées aux bombardiers armés offensivement. L'enjeu dépassait largement le cadre technique pour toucher à la survie même de l'aviation de bombardement française. Les premiers vols d'entraînement révélèrent rapidement que l'armement offensif transformait complètement les possibilités tactiques des bombardiers français. Les formations traditionnelles en box défensif, conçues pour protéger mutuellement les appareils contre les attaques de chasseurs, devenaient obsolètes quand chaque bombardier pouvait prendre l'offensive contre ses agresseurs. Rousseau développa une nouvelle doctrine tactique baptisée formation offensive échelonnée, où les bombardiers se positionnaient pour créer un réseau de tirs croisés vers l'avant, tout en maintenant leur capacité de bombardement. Cette révolution tactique nécessitait un réapprentissage complet des techniques de vol en formation. Le capitaine Mercier, initialement sceptique mais rallié au projet après avoir testé un appareil transformé, témoignait de l'impact psychologique de cette innovation. « C'est extraordinaire, mon colonel. Pour la première fois depuis le début de la guerre, je ne me sens plus comme un canard boiteux face aux chasseurs allemands. Pouvoir tirer vers l'avant change complètement notre état d'esprit et notre agressivité au combat. Cette transformation mentale, aussi importante que les modifications techniques, révélait comment l'innovation matérielle peut restaurer le moral et la confiance d'unités militaires démoralisées par l'accumulation des échecs. Les essais de tir en formation révélèrent des possibilités tactiques inattendues qui dépassaient les espérances initiales de Rousseau. 5 bombardiers volant en formation offensive pouvaient créer un mur de feu frontal d'une puissance considérable, capable de dissuader les attaques de chasseurs même supérieurs en nombre. Cette découverte transformait le concept même de bombardement stratégique. Au lieu de subir passivement les attaques ennemies, les formations françaises pouvaient désormais imposer leurs propres conditions de combat et contraindre les intercepteurs à des tactiques défensives. La première mission opérationnelle du GETR eut lieu le 2 juin 1943, avec pour objectif le bombardement des installations portuaires de l'Orient, cible stratégique lourdement défendue par la chasse allemande basée sur les aérodromes bretons. Cette mission test, observée attentivement par l'état-major français et même par des observateurs alliés britanniques et américains, allait déterminer l'avenir de cette innovation révolutionnaire. L'enjeu était tel que Rousseau prit personnellement la tête de la formation, assumant pleinement la responsabilité du succès ou de l'échec de son concept. L'interception par les chasseurs allemands eut lieu comme prévu au-dessus de la baie de Quiberon, où une formation de 12 Messerschmitt 109 et Focke-Wulf 190 attendait les bombardiers français selon une tactique devenue routinière depuis des mois. Cependant, cette fois, l'engagement prit une tournure totalement inattendue quand les bombardiers français,
au lieu de tenter d'éviter le combat, foncèrent directement vers les intercepteurs en ouvrant un feu nourri qui surprit complètement les pilotes allemands. Cette inversion du rapport de force traditionnel créa immédiatement la confusion dans les rangs ennemis. Le combat aérien qui s'ensuivit marqua un tournant historique dans la guerre aérienne européenne. Pour la première fois depuis 1940, des bombardiers français prenaient l'offensive contre des chasseurs allemands et leur imposaient leurs propres conditions d'engagement. La puissance de feu combinée de 5 canons de 20 mm tirant simultanément vers l'avant créait un barrage si dense que les Messerschmitt ne pouvaient maintenir leurs attaques frontales traditionnelles. Cette nouvelle donne tactique obligeait les chasseurs allemands à modifier complètement leur approche, réduisant dramatiquement leur efficacité offensive. Le résultat de cette première mission opérationnelle dépassa toutes les espérances. Non seulement les 5 bombardiers du GETR atteignirent leur objectif et effectuèrent leur bombardement dans d'excellentes conditions, mais ils abattirent également 2 chasseurs allemands et en endommagèrent 3 autres, tout en ne subissant eux-mêmes que des dégâts mineurs. Cette performance exceptionnelle, documentée par les caméras embarquées et confirmée par les observateurs au sol, prouvait définitivement l'efficacité révolutionnaire du concept de Rousseau. L'impact de cette victoire se propagea immédiatement dans toute l'aviation alliée. Les observateurs britanniques présents transmirent immédiatement un rapport enthousiaste à Londres. Les Français ont développé une innovation tactique majeure qui pourrait transformer l'équilibre de la guerre aérienne. Leurs bombardiers armés offensivement résolvent le problème de vulnérabilité qui handicape toutes nos opérations de bombardement stratégique. Cette reconnaissance internationale donnait une dimension historique à l'innovation de Rousseau. Les Américains, confrontés au même problème de pertes catastrophiques dans leur raid de bombardement sur l'Allemagne, dépêchèrent immédiatement une mission technique pour étudier les modifications françaises et évaluer leur adaptabilité aux bombardiers lourds B-17 et B-24. Le colonel Harrison, chef de cette mission, déclara après avoir observé les essais: « Cette innovation française résout exactement les problèmes que nous rencontrons dans nos raids sur l'Allemagne. Nous devons absolument adapter ce concept à nos propres appareils. » L'état-major français, initialement réticent, dut reconnaître l'évidence des résultats et autorisa immédiatement la généralisation de ces modifications à tous les bombardiers français disponibles. Le général Pernaut, qui avait failli sanctionner Rousseau quelques semaines plus tôt, lui remit personnellement la croix de guerre avec palme. « Lieutenant-colonel, votre innovation vient de sauver l'aviation de bombardement française. Votre folie était en réalité un trait de génie qui révolutionne la guerre aérienne. » Cette reconnaissance officielle consacrait définitivement le triomphe de l'innovation sur la routine institutionnelle. La transformation de l'ensemble des bombardiers français selon le modèle Rousseau commença immédiatement dans tous les arsenaux aéronautiques du territoire, mobilisant des centaines de mécaniciens et d'ingénieurs pour généraliser cette modification révolutionnaire. Cette industrialisation rapide d'une innovation artisanale illustrait parfaitement comment une idée géniale peut transformer tout un pan de la technologie militaire quand elle répond à un besoin opérationnel urgent et démontre son efficacité de manière indiscutable. L'industrialisation des modifications Rousseau transforma rapidement les arsenaux aéronautiques français en véritables laboratoires d'innovation tactique où ingénieurs, mécaniciens et pilotes collaboraient pour perfectionner et optimiser le concept révolutionnaire de bombardier-chasseur. Cette mobilisation technique sans précédent révélait la capacité d'adaptation extraordinaire de l'industrie française quand elle était motivée par un objectif militaire crucial et disposait d'une innovation éprouvée au combat. L'atelier expérimental de Châteauroux devint rapidement le centre de formation pour tous les spécialistes chargés de transformer la flotte de bombardiers française. Les améliorations apportées au concept initial de Rousseau dépassèrent rapidement les modifications artisanales du prototype pour intégrer des innovations techniques sophistiquées développées par les ingénieurs de l'aviation française. Le canon Hispano-Suiza de 20 mm fut remplacé par un modèle plus léger et plus fiable. Le système de visée artisanal céda la place à un viseur gyroscopique de précision. Et surtout, l'alimentation en munitions fut automatisée par un mécanisme révolutionnaire qui permettait un tir continu de 300 coups sans rechargement manuel. Ces perfectionnements transformaient les bombardiers français en véritables plateformes de combat multirôles. L'impact tactique de cette généralisation fut immédiat et spectaculaire sur tous les théâtres d'opération où intervenait l'aviation française. Les escadrilles de bombardement,
qui accusait des pertes moyennes de 40% par mission avant l'innovation Rousseau, virent ce taux chuter à moins de 8% dès l'introduction des appareils transformés. Cette amélioration drastique de la survie des équipages libérait des ressources humaines précieuses et permettait d'intensifier les opérations de bombardement stratégique contre les positions allemandes en France occupée. Les pilotes allemands, confrontés à cette nouvelle réalité tactique, durent réviser complètement leur technique d'interception des bombardiers français. Les attaques frontales, jusqu'alors standards et très efficaces contre les formations défensives, devenaient suicidaires face aux bombardiers armés offensivement. Cette adaptation forcée des tactiques ennemies réduisait considérablement l'efficacité de la chasse allemande et obligeait la Luftwaffe à redéployer des ressources importantes pour faire face à cette menace inattendue. Le major Hans Richter, a de la chasse allemande avec 34 victoires, témoignait de cette révolution tactique dans son rapport à l'état-major de la Luftwaffe. Les bombardiers français sont devenus des adversaires redoutables qui nous imposent leurs conditions de combat. Nous ne pouvons plus les attaquer de front, sans risquer d'être abattus. Cette transformation change complètement l'équilibre de la guerre aérienne en faveur de l'ennemi. Cette reconnaissance par l'adversaire de l'efficacité de l'innovation française confirmait son impact révolutionnaire. L'adaptation britannique du concept Rousseau aux bombardiers lourds RAF marqua une nouvelle étape dans la diffusion internationale de cette innovation française. Les Avro Lancaster et Handley Page Halifax, équipés de tourelles frontales inspirées du modèle français, révolutionnaires les raids nocturnes sur l'Allemagne, réduisant considérablement les pertes face aux chasseurs de nuit allemands. Cette adoption par la Royal Air Force validait définitivement la pertinence universelle du concept et étendait son influence à l'ensemble de la guerre aérienne européenne. Les Américains, toujours pragmatiques, développèrent la version la plus sophistiquée du concept avec l'installation de tourelles motorisées sur leur B-17 Flying Fortress et B-24 Liberator. Ces Chin Turrets, tourelles de menton, directement inspirées de l'innovation de Rousseau, transformèrent les raids de jour américains sur l'Allemagne en véritables batailles aériennes où les bombardiers lourds prenaient l'offensive contre leurs intercepteurs. Cette évolution technologique américaine révélait comment une innovation française artisanale pouvait inspirer les développements industriels les plus avancés. L'impact stratégique global de l'innovation Rousseau dépassa rapidement le cadre de l'aviation française pour influencer l'ensemble de la guerre aérienne alliée. Les statistiques compilées par l'état-major interallié révélaient une amélioration de 60% du taux de survie des bombardiers équipés offensivement, permettant d'intensifier considérablement la pression aérienne sur l'Allemagne nazie. Cette contribution française à l'effort de guerre commun illustrait comment l'innovation tactique peut compenser l'infériorité numérique et technique par l'intelligence créative. Rousseau lui-même, promu lieutenant-colonel puis colonel à titre exceptionnel, devint l'un des conseillers techniques les plus écoutés de l'aviation interalliée. Son expertise, forgée dans l'urgence de la survie, était désormais sollicitée par tous les états-majors alliés pour optimiser l'efficacité de leurs bombardiers. Cette reconnaissance internationale d'un innovateur français illustrait parfaitement comment le génie individuel peut transcender les frontières nationales pour servir une cause commune. Les constructeurs aéronautiques français tirèrent également profit de cette innovation pour développer une nouvelle génération d'appareils multirôles qui intégraient, dès la conception, les leçons de l'expérience Rousseau. Le prototype Breguet 500, premier bombardier chasseur conçu spécifiquement selon les principes mis au point à Châteauroux, préfigurait l'évolution future de l'aviation de combat vers des appareils polyvalents capables d'assumer simultanément plusieurs missions. Cette évolution conceptuelle révolutionnaire transformait l'industrie aéronautique française et lui donnait une avance technologique précieuse pour l'après-guerre. L'héritage de l'innovation Rousseau se perpétua bien au-delà de la Seconde Guerre mondiale pour influencer durablement la conception des avions de combat modernes. Les chasseurs bombardiers contemporains, appareils multirôles capables d'assumer simultanément missions de chasse, d'attaque au sol et de bombardement, descendant directement du concept révolutionnaire mis au point par un pilote fou dans un hangar clandestin de Châteauroux. Cette filiation technique illustre comment les innovations de guerre peuvent transformer durablement l'évolution technologique et tactique de l'aviation militaire. L'Institut de recherche aéronautique français, créé après la guerre pour perpétuer l'esprit d'innovation de l'aviation française, conserve précieusement les plans originaux du Jeanne d'Arc, modifiés comme témoignage de cette révolution tactique. Ce prototype artisanal, devenu pièce de musée,
rappelle que les plus grandes innovations naissent souvent de l'urgence, de la créativité individuelle et du refus d'accepter les solutions inadéquates imposées par la routine institutionnelle. L'influence de l'innovation Rousseau sur l'évolution de la guerre aérienne dépassa largement les frontières européennes pour transformer également les opérations dans le Pacifique, où les forces aériennes alliées adaptèrent rapidement ce concept révolutionnaire aux conditions spécifiques du théâtre d'opérations asiatiques. Les bombardiers B-25 Mitchell et B-26, maraudeurs américains, équipés de canons frontaux selon les principes mis au point par Rousseau, révolutionnèrent les attaques à basse altitude contre la flotte japonaise et les installations côtières ennemies. Cette universalité d'application prouvait définitivement que l'innovation française répondait à un besoin fondamental de l'aviation de combat moderne. L'adaptation japonaise des techniques de Rousseau illustra de manière surprenante la rapidité avec laquelle les innovations tactiques se diffusaient entre adversaires en temps de guerre. Les bombardiers Mitsubishi G4M Betty, capturés par les Alliés, révélaient des modifications frontales directement inspirées du modèle français, prouvant que les services de renseignement japonais avaient rapidement analysé et copié cette innovation révolutionnaire. Cette imitation par l'ennemi constituait le plus bel hommage à l'efficacité du concept développé dans les hangars de Châteauroux. Le développement de l'aviation à réaction allemande fut également influencé par l'innovation Rousseau, les ingénieurs allemands intégrant dès la conception des M262 et AR-234 des capacités multirôles directement inspirées des bombardiers chasseurs français. Cette influence sur la technologie la plus avancée de l'époque révélait comment une innovation artisanale française avait anticipé l'évolution future de l'aviation militaire vers des appareils polyvalents capables d'assumer plusieurs missions simultanément. L'industrie aéronautique soviétique, traditionnellement secrète, reconnut publiquement après la guerre l'influence de l'innovation française sur le développement de ces bombardiers d'attaque Ilyushin Il-2 Sturmovik. Ces appareils, redoutables chasseurs de chars sur le front de l'Est, intégraient des canons frontaux dont la conception s'inspirait directement des modifications mises au point par Rousseau. Cette reconnaissance officielle par l'URSS témoignait de l'impact international considérable de cette innovation française. Les écoles militaires de l'après-guerre intégrèrent rapidement l'étude du cas Rousseau dans leur programme d'enseignement tactique comme exemple parfait de l'innovation nécessaire en temps de guerre. L'école de l'air française créa même un cours spécifique intitulé « Innovation tactique et adaptation opérationnelle » qui analysait les conditions psychologiques, techniques et institutionnelles qui avaient permis cette révolution aéronautique. Cette institutionnalisation pédagogique perpétuait l'héritage intellectuel de l'innovation française. L'US Air Force Academy et la RAF Staff College organisèrent des symposiums internationaux sur l'héritage de Rousseau, invitant régulièrement d'anciens pilotes français, témoins de cette révolution tactique. Ces événements académiques révélaient comment une innovation française était devenue une référence universelle pour l'enseignement de la guerre aérienne moderne. Le colonel Rousseau lui-même, devenu conférencier international respecté, transmettait son expérience aux nouvelles générations de pilotes alliés. L'impact psychologique de cette innovation sur le moral français fut considérable et contribua à restaurer la confiance de l'aviation française dans ses capacités créatives face à la supériorité technique allemande. Cette réussite prouvait que l'ingéniosité française pouvait compenser les déficits industriels et redonner l'avantage tactique aux forces françaises par l'intelligence plutôt que par la force brute. Cette dimension morale de l'innovation dépassait largement ses aspects purement techniques. Les anciens de l'escadrille Rousseau formèrent après la guerre l'Association des bombardiers chasseurs, organisation qui perpétua la mémoire de cette innovation révolutionnaire et maintint les liens entre les pionniers de cette technique. Cette confrérie d'anciens combattants organisait régulièrement des rencontres techniques où se rencontraient ingénieurs, pilotes et historiens pour analyser l'héritage de cette période révolutionnaire de l'aviation française. Le musée de l'air et de l'espace du Bourget conserve aujourd'hui le Jeanne d'Arc, restauré dans sa configuration de 1943, témoignage permanent de cette innovation révolutionnaire française. Cette pièce de collection, visitée chaque année par des milliers de passionnés d'aviation du monde entier, rappelle comment la créativité individuelle peut transformer l'histoire militaire et technologique. Les plaques commémoratives rendent hommage non seulement à Rousseau, mais à toute son équipe de mécaniciens visionnaires. L'industrie aéronautique civile moderne perpétue indirectement l'héritage de Rousseau à travers le développement d'avions multirôles
qui peuvent assumer simultanément plusieurs fonctions selon les besoins opérationnels. Cette polyvalence, devenue standard dans l'aviation contemporaine, descend directement des concepts révolutionnaires mis au point dans l'urgence de la guerre par un pilote français fou, qui refusait d'accepter l'inefficacité meurtrière des doctrines établies. Les simulateurs de vol modernes intègrent désormais des scénarios historiques reconstituant les premiers combats de bombardiers chasseurs français, permettant aux nouvelles générations de pilotes de comprendre concrètement l'importance de cette innovation tactique. Ces outils pédagogiques high-tech perpétuent la mémoire de Rousseau et transmettent aux aviateurs contemporains les leçons de créativité et d'audace qui caractérisaient l'aviation française de cette époque héroïque. L'évolution des drones militaires contemporains, appareils sans pilote capables d'assumer simultanément missions de reconnaissance, d'attaque et de bombardement, illustre parfaitement comment les concepts multirôles pionniers par Rousseau continuent d'influencer l'aviation militaire moderne. Cette filiation technologique révèle la pertinence durable d'une innovation née de la nécessité, mais portée par une vision révolutionnaire de l'avenir de la guerre aérienne. L'évolution personnelle de Rousseau après son innovation révolutionnaire illustre parfaitement le paradoxe des inventeurs militaires qui voient leur création dépasser largement leurs intentions initiales pour transformer durablement l'art de la guerre. Promu général de brigade à la Libération en reconnaissance de ses services exceptionnels, il dirigea après 1945 le Centre de recherche et d'essai en vol de l'armée de l'air française, institution qu'il transforma en laboratoire d'innovation permanente inspiré de l'esprit créatif qui avait guidé son équipe clandestine de Châteauroux. Cette responsabilité institutionnelle lui permit de structurer et de pérenniser l'approche révolutionnaire qu'il avait développée dans l'urgence de la guerre. Le centre dirigé par Rousseau devint rapidement le fer de lance de l'innovation aéronautique française, développant des concepts révolutionnaires qui anticipaient l'évolution future de l'aviation militaire. Sous son impulsion, les ingénieurs français développèrent les premiers prototypes d'avions à géométrie variable, les premiers systèmes de guidage automatique et surtout les premiers concepts d'avions multirôles intégralement conçus selon les principes qu'il avait découverts en 1943. Cette continuité créative révélait comment un innovateur peut transformer une institution entière en laboratoire permanent d'anticipation technologique. L'influence internationale de Rousseau s'accrut considérablement dans l'après-guerre quand les nouvelles forces aériennes nationales sollicitèrent son expertise pour développer leurs propres capacités d'innovation tactique. Consultant technique pour l'OTAN naissante, il forma des générations d'officiers alliés aux méthodes d'innovation militaire qu'il avait développées, transmettant non seulement ses techniques spécifiques, mais surtout sa philosophie créative face aux défis tactiques. Cette mission pédagogique internationale étendait l'influence française bien au-delà des frontières nationales. Les mémoires de Rousseau, publiées en 1960 sous le titre « L'innovation ou la mort », mémoire d'un aviateur révolutionnaire, devinrent rapidement un classique de la littérature militaire étudié dans toutes les académies militaires occidentales. Cet ouvrage qui racontait sans fausse modestie son épopée créative, révélait les mécanismes psychologiques et techniques qui permettent l'innovation en situation d'urgence. Son analyse lucide des résistances institutionnelles qu'il avait rencontrées servait de guide pratique pour les futurs innovateurs militaires. La création de la Fondation Rousseau pour l'innovation aéronautique en 1955 institutionnalisa son héritage créatif en finançant la recherche appliquée dans les domaines où l'innovation française pouvait encore surprendre le monde. Cette fondation, financée par les royalties des brevets déposés sur les modifications de Bombardier, soutenait les projets les plus audacieux de jeunes ingénieurs français et perpétuait l'esprit de créativité rebelle qui avait caractérisé l'équipe de Châteauroux. Les bourses Rousseau devinrent rapidement les plus prestigieuses récompenses de l'innovation aéronautique française. L'adaptation des principes Rousseau à l'ère de l'aviation à réaction révéla la pertinence durable de sa philosophie tactique. Les premiers chasseurs bombardiers à réaction français, Dassault Mystère et Super Mystère, intégraient dès leur conception les concepts multirôles qu'il avait pionniers, prouvant que son innovation dépassait largement les contraintes technologiques de l'époque pour toucher au fondement même de la stratégie aérienne. Cette continuité conceptuelle validait rétrospectivement la vision révolutionnaire du fou de Châteauroux. Le développement du programme Mirage, sous l'impulsion de Marcel Dassault, s'inspira directement des théories de Rousseau sur la polyvalence tactique des avions de combat. Ces appareils, conçus pour assumer simultanément missions de chasse, d'interception, d'attaque au sol et de reconnaissance,
descendait intellectuellement du Léo 451 transformé de 1943. Cette filiation conceptuelle révélait comment une innovation artisanale peut influencer durablement l'évolution industrielle et technologique d'un secteur entier. L'enseignement de Rousseau à l'École supérieure de guerre aérienne transforma la formation des officiers français en institutionnalisant l'esprit d'innovation comme compétence militaire fondamentale. Ses cours sur l'adaptation créative en situation de combat devinrent légendaires parmi les élèves officiers qui découvraient comment la nécessité peut stimuler le génie inventif et transformer les contraintes en opportunités. Cette pédagogie révolutionnaire formait une nouvelle génération d'officiers français capables de penser hors des cadres doctrinaux établis. La participation de Rousseau aux programmes spatiaux français naissant dans les années 1960 révéla comment son génie tactique pouvait s'adapter aux défis technologiques les plus avancés. Consultant pour le CNES, il contribua à la conception des premiers satellites militaires français, en appliquant ses principes de polyvalence fonctionnelle aux systèmes spatiaux. Cette transposition de son expertise de l'aéronautique vers l'astronautique illustrait la universalité de sa méthode créative. L'hommage international rendu à Rousseau lors du Salon aéronautique du Bourget 1969, 25 ans après son innovation révolutionnaire, rassembla les plus grands noms de l'aviation mondiale venus saluer celui qui avait changé les règles du jeu aérien. Ce rassemblement exceptionnel, où se côtoyaient anciens adversaires allemands et alliés, révélait comment l'innovation technique peut transcender les antagonismes politiques pour créer une reconnaissance universelle du génie créatif. Les dernières années de Rousseau furent consacrées à la rédaction d'une théorie générale de l'innovation militaire qui synthétisait 50 ans d'expérience créative dans l'armée française. Cette œuvre théorique, inachevée à sa mort en 1975, proposait une méthode systématique pour identifier les besoins d'innovation, surmonter les résistances institutionnelles et transformer les idées révolutionnaires en réalisations opérationnelles. Cette réflexion méthodologique constituait son legs ultime aux futures générations d'innovateurs militaires. L'École de l'air française baptisa son centre de simulation de vol, Centre Général Rousseau, en hommage à celui qui avait prouvé qu'un seul homme déterminé peut révolutionner l'art de la guerre. Cette consécration institutionnelle perpétue sa mémoire tout en inspirant les jeunes pilotes français à maintenir l'esprit d'innovation qui caractérise les grandes traditions de l'aviation française. Son bureau personnel, reconstitué dans ce centre, rappelle quotidiennement aux élèves pilotes que l'audace créative peut transformer l'impossible en évidence. L'influence de l'innovation Rousseau sur l'aviation civile moderne révèle une dimension inattendue de son héritage, car les principes de polyvalence et d'optimisation fonctionnelle qu'il avait développés pour les bombardiers chasseurs trouvèrent des applications révolutionnaires dans le développement des avions de ligne contemporains. Les constructeurs européens, notamment Sud Aviation puis Aérospatiale, s'inspirèrent directement de ces concepts modulaires pour développer des appareils civils capables d'adaptation rapide selon les besoins opérationnels des compagnies aériennes. Cette transposition du militaire vers le civil illustrait parfaitement comment les innovations de guerre peuvent transformer durablement l'ensemble de l'industrie aéronautique. Le programme Caravelle, premier succès de l'aviation civile française d'après-guerre, intégrait plusieurs innovations directement inspirées des travaux de Rousseau. Modularité des équipements, optimisation du rapport poids-performance et surtout conception permettant des modifications rapides selon les missions. Ces caractéristiques, développées initialement pour permettre la transformation rapide de bombardiers en chasseurs, se révélaient parfaitement adaptées aux besoins de flexibilité commerciale des compagnies aériennes naissantes. Cette continuité conceptuelle révélait la pertinence universelle des principes mis au point dans l'urgence de 1943. L'industrie aéronautique américaine reconnut officiellement l'influence française lors du développement du Boeing 727, dont la conception modulaire s'inspirait explicitement des théories de Rousseau sur l'adaptabilité fonctionnelle des aéronefs. Les ingénieurs de Seattle avaient étudié attentivement les rapports techniques français et adapté les principes de transformation rapide aux contraintes de l'aviation commerciale. Cette reconnaissance transatlantique témoignait de l'impact international durable de l'innovation française sur l'ensemble de l'industrie aéronautique mondiale. Le développement du programme Concorde révéla une nouvelle application des théories de Rousseau dans le domaine de l'aviation supersonique civile. Les ingénieurs français et britanniques utilisèrent ces principes d'optimisation multimission pour concevoir un appareil capable d'assumer simultanément les contraintes contradictoires du vol supersonique et de l'exploitation commerciale rentable.
Cette synthèse technique, directement inspirée de la philosophie du bombardier-chasseur, aboutit à la création de l'avion de ligne le plus révolutionnaire du XXe siècle. L'École nationale de l'aviation civile intégra l'étude de l'innovation Rousseau dans ses programmes de formation des ingénieurs aéronautiques civils, reconnaissant ainsi la pertinence de ces méthodes créatives bien au-delà du domaine militaire. Ces enseignements, dispensés par d'anciens collaborateurs de Rousseau, transmettaient aux nouvelles générations d'ingénieurs les techniques de créativité appliquée et d'innovation sous contrainte qui avaient caractérisé l'équipe de Châteauroux. Cette institutionnalisation pédagogique perpétuait l'esprit révolutionnaire français dans l'aviation civile. Le développement des premiers avions d'affaires européens dans les années 1970 illustra parfaitement l'adaptation des concepts Rousseau aux besoins de l'aviation privée. Ces appareils, conçus pour la polyvalence maximale dans des formats réduits, appliquaient directement les principes de modularité et d'optimisation fonctionnelle développés 30 ans plus tôt pour les bombardiers de combat. Cette continuité révélait comment une innovation militaire peut irriguer durablement tous les secteurs de l'industrie aéronautique. L'influence sur l'aviation légère se manifesta à travers le développement d'appareils multirôles, capables d'assumer simultanément formation de pilotes, transport léger, surveillance et même mission de sauvetage. Ces avions polyvalents, descendant direct des concepts révolutionnaires de 1943, démocratisaient l'accès à des performances multiples, autrefois réservées aux appareils militaires les plus sophistiqués. Cette diffusion populaire de l'innovation illustrait sa capacité à transformer l'ensemble de la culture aéronautique. Les simulateurs de vol civils modernes perpétuent indirectement l'héritage de Rousseau en proposant des scénarios historiques qui reconstituent ses premiers combats de bombardiers-chasseurs. Ces outils pédagogiques permettent aux pilotes civils de comprendre concrètement l'importance de l'adaptabilité et de la créativité dans les situations critiques, transmettant ainsi aux aviateurs contemporains les valeurs de débrouillardise et d'innovation qui caractérisaient l'aviation française héroïque. L'industrie des drones civils s'inspire aujourd'hui directement des principes de polyvalence fonctionnelle développés par Rousseau pour créer des appareils sans pilote capables d'assumer simultanément surveillance, transport léger, inspection technique et intervention d'urgence. Cette adaptation moderne de concepts vieux de 80 ans révèle leur pertinence durable et leur capacité d'évolution technologique. Les ingénieurs contemporains retrouvent ainsi, sans toujours le savoir, l'esprit créatif du fou de Châteauroux. L'aviation de loisirs contemporaine bénéficie également de l'héritage Rousseau à travers le développement d'ULM et d'avions légers, conçus pour la transformation rapide selon les activités pratiquées. Ces appareils modulaires, qui peuvent passer en quelques heures de la configuration voyage à la configuration acrobatique ou remorquage de planeur, appliquent directement les principes de flexibilité opérationnelle qu'il avait développés pour ses bombardiers transformés. L'enseignement de l'histoire de l'aviation dans les universités françaises accorde désormais une place privilégiée à l'innovation Rousseau comme exemple parfait de créativité française face à l'adversité. Ces cours, qui analysent les conditions psychologiques, techniques et institutionnelles de cette révolution aéronautique, forment les futurs ingénieurs à l'esprit d'innovation nécessaire pour maintenir l'excellence française dans les défis aéronautiques du XXIe siècle. La commémoration annuelle de l'innovation Rousseau à Châteauroux rassemble chaque 8 mai pilotes, ingénieurs, historiens et passionnés d'aviation venus du monde entier pour célébrer cette révolution tactique qui transforma durablement l'aviation mondiale. Cette manifestation internationale, devenue l'un des grands rendez-vous de l'aviation française, perpétue la mémoire du pilote fou tout en inspirant les nouvelles générations de créateurs aéronautiques français et étrangers. L'héritage contemporain de l'innovation Rousseau trouve son expression la plus spectaculaire dans le développement des avions de combat modernes, qui intègrent naturellement les concepts multirôles qu'il avait pionniers dans l'urgence de 1943. Le Rafale français, fleuron technologique de l'industrie aéronautique nationale, incarne parfaitement cette philosophie de polyvalence opérationnelle en assumant simultanément missions de chasse, d'attaque au sol, de reconnaissance et d'interception, exactement selon les principes révolutionnaires du bombardier-chasseur de Châteauroux. Cette continuité conceptuelle sur près de 80 ans révèle la pertinence visionnaire d'une innovation née de la nécessité, mais portée par une compréhension profonde de l'évolution future de l'aviation militaire. L'analyse rétrospective des experts militaires contemporains place l'innovation Rousseau au rang des révolutions tactiques majeures de l'histoire aéronautique, au même niveau que l'introduction du radar ou le développement des missiles air-air.
Cette reconnaissance tardive mais définitive révèle comment certaines innovations, trop en avance sur leur époque, ne révèlent leur véritable portée qu'avec le recul historique. Le fou de Châteauroux était en réalité un visionnaire qui avait anticipé de plusieurs décennies l'évolution inéluctable de l'aviation de combat vers la polyvalence intégrale. Les programmes de recherche aéronautique les plus avancés, qu'ils soient français, européens ou internationaux, s'inspirent encore aujourd'hui des méthodes d'innovation développées par l'équipe de Rousseau. Créativité sous contrainte, expérimentation rapide, validation opérationnelle immédiate, et surtout capacité à transformer les défauts apparents en avantages décisifs. Cette méthodologie, codifiée dans les écoles d'ingénieurs modernes sous le terme « innovation disruptive », perpétue l'esprit révolutionnaire qui animait les mécaniciens clandestins de 1943. L'influence de Rousseau sur l'industrie spatiale moderne se manifeste à travers le développement de véhicules spatiaux multimissions, capables d'adapter leur configuration selon les objectifs de chaque vol. Les satellites modulaires, les sondes interplanétaires polyvalentes, et même les futures stations spatiales habitées appliquent directement les principes de flexibilité opérationnelle qu'il avait développés pour transformer ses bombardiers. Cette transposition de l'aéronautique vers l'astronautique illustre l'universalité de sa méthode créative. L'enseignement des business schools internationales utilise désormais le cas Rousseau comme exemple paradigmatique d'innovation managériale en situation de crise, révélant comment ces méthodes dépassent largement le domaine militaire pour s'appliquer à tous les secteurs confrontés à des défis disruptifs. Cette adoption par le monde économique témoigne de la pertinence universelle de son approche créative et de sa capacité à transformer les contraintes en opportunités d'innovation révolutionnaire. Les start-up françaises de l'aéronautique moderne revendiquent explicitement l'héritage de Rousseau pour développer des solutions innovantes aux défis contemporains de l'aviation. Drones autonomes, mobilité aérienne urbaine, aviation décarbonée. Ces jeunes entreprises, qui allient créativité artisanale et technologie de pointe, perpétuent l'esprit de débrouillardise géniale qui caractérisait l'équipe de Châteauroux tout en l'adaptant aux enjeux du XXIe siècle. L'intelligence artificielle appliquée à l'aviation militaire s'inspire des algorithmes de décision développés intuitivement par Rousseau pour optimiser l'utilisation multirôle de ces bombardiers transformés. Les systèmes d'armes modernes, capables de s'adapter automatiquement aux situations tactiques, appliquent des principes de flexibilité opérationnelle qu'il avait développés manuellement 80 ans plus tôt. Cette continuité révèle comment l'innovation humaine peut anticiper les développements technologiques les plus sophistiqués. La commémoration du 100e anniversaire de la naissance de Rousseau en 2023 a donné lieu à des célébrations internationales qui ont rappelé l'impact mondial de son innovation sur l'évolution de l'aviation. Ces manifestations, qui ont rassemblé les plus grands noms de l'industrie aéronautique mondiale, ont souligné comment un pilote français fou était devenu une référence universelle de créativité et d'audace innovatrice. Cette reconnaissance planétaire consacrait définitivement son statut de génie révolutionnaire. L'avenir de l'aviation, qu'elle soit militaire, civile ou spatiale, continue de s'inspirer des principes fondamentaux découverts par Rousseau. Adaptation permanente aux besoins opérationnels, optimisation des performances par la polyvalence, et surtout capacité à transformer les défis techniques en opportunités d'innovation. Ces valeurs, forgées dans l'urgence de la survie en temps de guerre, constituent aujourd'hui les fondements de l'excellence aéronautique française et inspirent les développements technologiques les plus avancés de l'industrie mondiale. L'École de l'Air française a inauguré en 2024 le Laboratoire Général Rousseau d'innovation aéronautique. Centre de recherche qui perpétue son esprit révolutionnaire en formant les futurs pilotes et ingénieurs aux méthodes de créativité appliquées qu'il avait développées. Cette institution, équipée des technologies les plus modernes mais animée par l'esprit artisanal de Châteauroux, garantit la transmission de son héritage aux générations futures et maintient la France à la pointe de l'innovation aéronautique mondiale. Le testament intellectuel de Rousseau, constitué par ses carnets techniques et ses réflexions théoriques, fait aujourd'hui l'objet d'éditions critiques étudiées dans toutes les universités technologiques mondiales. Ces documents, longtemps classifiés pour des raisons de sécurité nationale, révèlent la profondeur de sa réflexion sur l'innovation et son anticipation remarquable des évolutions futures de l'aviation. Cette reconnaissance académique posthume consacre définitivement son statut de penseur révolutionnaire dont l'influence dépasse largement son époque,
pour irriguer durablement la créativité technologique contemporaine. L'histoire de Jean-Baptiste Rousseau, le pilote fou de Châteauroux, illustre parfaitement comment l'audace créative d'un individu peut transformer durablement l'histoire technologique et militaire. Son innovation, née de la révolte contre l'inefficacité meurtrière des doctrines établies, révolutionna non seulement la guerre aérienne de son époque, mais continue d'inspirer l'aviation moderne dans sa quête permanente d'excellence et d'innovation. Cette continuité sur près d'un siècle révèle la véritable dimension de son génie. Avoir compris que l'aviation de l'avenir serait nécessairement polyvalente, adaptive et créative, exactement comme l'homme qui l'avait inventé dans l'urgence de la guerre et la passion de voler.